Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le dossier Interparfum qui m'a été demandé par un abonné de Telegram que vous pouvez rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en faisant un don via le lien en description de cette vidéo également. On commence tout de suite avec le dossier Interparfum. Donc là, on se trouve au niveau du cours sur un niveau médian sur les quelques dernières années. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ça a décroché. On regarde l'évolution du chiffre d'affaires, ça c'est une société de croissance typiquement, l'évolution médiane du chiffre d'affaires 11% sur 10 ans, une chute en 2020, ça on peut comprendre. Il n'y a pas d'acquisition apparemment, la donnée n'est pas disponible sur Coifin, donc on va dire que c'est que de la croissance organique. Donc pour ce type d'entreprise, on s'attend à des multiples élevés, puisque la croissance est forte. On va regarder maintenant les taux de marge brut net et EBITDA, taux de marge brut à 60%, et au-delà, stable, voire en augmentation. Ça veut dire que la société a un avantage concurrentiel et du pricing power, donc ça c'est très bon. Taux de marge d'EBITDA, on est un peu au-dessus de la médiane à 17%, mais c'est très correct comme niveau de marge. Et taux de marge net, 13%, pareil, on est sur un point haut, donc là c'est tout bon, tout est ouvert pour les taux de marge. Efficience opérationnelle, pricing power et bonne gestion financière, donc là ça coche toutes les cases. Ensuite on regarde est-ce que les bénéfices nets sont convertis en free cash flow. On voit que là il y a un souci, il y a un décalage depuis 2021, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc il faut essayer de comprendre où ça passe. Typiquement ça se passe dans les capex. Donc on va regarder ça, capital expenditures, sur la période, et avec une couleur visible, et on voit qu'en fait oui, depuis 2021, il y a une grosse expansion des capex. Donc là il faut essayer de comprendre pourquoi le management a décidé d'investir plus fortement qu'auparavant. Est-ce que c'est pour saisir des opportunités de croissance? Dans ce cas-là, ça explique le décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow. Donc là, comme les deux ne sont pas équivalents, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Maintenant, on va continuer. Est-ce que la rentabilité est forte sur cette entreprise? Elle a 15%, donc c'est un bon niveau. Et il faut comparer toujours évidemment les sociétés équivalentes, mais en absolu, on est très rentable sur cette entreprise. Un autre élément qui nous indique que les multiples risquent d'être élevés. Ensuite, on regarde la dette. À 64 millions, c'est moins de la moitié des EBITDA, aucun souci. C'est un tout petit peu plus que les free cash flow, mais garde plus, donc là-dessus, bilan très solide, aucun problème. Ensuite, est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires? Donc on va regarder s'il y a des dividendes et s'il y a des rachats d'actions. Les dividendes, on les compare au free cash flow, puisque c'est avec le free cash flow qu'on paye les dividendes. Donc là, actuellement, on paye plus en dividendes qu'on en free cash flow. Donc ça, c'est pas une situation qui est soutenable sur le long terme. On voit qu'en tout cas, le dividende est en augmentation année après année depuis 2021. Donc ça va être ça c'est intéressant pour les investisseurs qui aiment les dividendes croissants. Maintenant, est-ce qu'ils sont soutenables? Pas forcément, en tout cas avec ce niveau de free cash flow. Donc si c'est temporaire, ce niveau de free cash flow, ça ira. Et sinon, il va falloir ajuster le dividende en fonction. Là, le rendement est, si on a 80 millions sur un market cap de 3 milliards quasiment, on doit être sur du 2,5%, donc ça commence à être correct comme niveau de dividende. Et si on regarde le nombre d'actions en circulation, on voit qu'il y a une dilution récemment. Donc là, il faut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des actions de performance de l'actionnaire salarié? Ça a été un peu résorbé, mais il faut suivre ça sur le long terme, parce que on a quand même eu à peu près 5-6% de dilution. Donc ça c'est pas forcément bien. Ça dépend pourquoi c'est utilisé. Si c'est pour faire des acquisitions en échange d'actions, pourquoi pas, vu que elles sont probablement chèrement valorisées, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'il y a un peu de dette. Donc là on voit qu'on est sur la médiane 10 ans quasiment. Donc on a décroché des sommets de folie en 2021, et là on commence à se rapprocher de la valorisation médiane sur 10 ans. Donc on peut commencer à s'intéresser au dossier, et si ça décroche un petit peu plus, pourquoi pas regarder. Là c'est typiquement, en conclusion, une valeur de croissance. En ce moment-là, elle est un peu attaquée, parce que toutes les actions françaises sont attaquées, et ça c'est le genre de dossier qualitatif qui peut se regarder en cas de repli du cours et de retour sur des niveaux de valorisation attractifs. Donc voilà, moi je suis pas d'analyse technique, mais il va y avoir des seuils bientôt qui vont être touchés, et pourquoi pas regarder, commencer à ouvrir une position sur ces seuils si on adapte des dossiers de croissance de qualité.
C'est tout pour cette analyse. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.